À la une ce soir, épreuve de philosophie pour 3000 candidats au bac général et technologie. Lancement officiel ce matin au lycée Schellcher. Notre reportage dès le début de ce journal et la rectrice de l'académie sera notre invitée. Le monde de l'entreprise en deuil après la disparition de Roger de Jaham. Militants du monde de l'entreprise et du monde socio-économique, vous entendrez les réactions de quelques membres de Tous Créoles, l'association qui l'a fondée. Ginette Gaugirard, toujours introuvable, portée disparue depuis le 7 juin. La femme de 82 ans est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Les recherches ont été suspendues aujourd'hui à cause de la pluie. Et puis la journée mondiale du sang, une mauvaise crue cette année en Martinique en raison de la pluie. Les donneurs étaient peu nombreux au front de mer de Fort-de-France. Notre reportage à suivre également dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Merci de nous suivre, notamment en direct depuis notre page Facebook. On commence avec la météo. La Martinique placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Ce mercredi, vous le voyez sur cette animation satellite, en raison d'un passage d'une onde tropicale, conséquence de fortes précipitations, jusqu'à 70 mm relevés à Saint-Joseph, sauf le nord de la Martinique serait épargné. Selon Météo France, la fin de l'épisode est prévue pour demain midi. Les mots nous éloignent-ils des choses ou encore la morale suppose-t-elle des valeurs universelles? Voilà quelques questions posées ce matin à l'occasion de l'épreuve de philosophie qui a commencé comme à l'accoutumée pour l'ouverture des épreuves du baccalauréat. Reportage avec les 280 candidats du lycée Schellcher à Fort-de-France ce matin. C'est dans cet établissement que le début du baccalauréat a été lancé par l'Académie de Martinique. Alizé Lutran, Michelet François. Derniers instants de concentration. Avant l'ouverture des sujets, les professeurs rappellent les consignes aux candidats. Aucun signe distinctif, signature, nom, etc. ne doit figurer sur la copie en dehors de l'entête. 8 heures précises, la rectrice de l'académie donne le coup d'envoi de l'épreuve. C'est parti pour 4 heures de composition. Bonne chance pour cette épreuve et pour toutes celles qui vont suivre ces jours prochains. Et puis allez, pour faire référence à la philosophie, qu'avec toute cette réflexion, vous trouviez le chemin de la sagesse. Bonne chance à vous, bonne continuité après le bac. À la sortie de l'épreuve, les élèves sont mitigés. Comme à l'accoutumée, les sujets de philo ont donné du fil à retordre à certains. Au menu, une inégalité peut-elle être juste? L'État peut-il assurer à la fois la sécurité et la liberté? Ou encore, tout travail est-il un travail sur soi? J'ai quand même tout donné et puis j'ai révisé aussi, donc je pense que ça ira. Je suis sûre de rien. Vraiment, la philosophie, c'est pas trop mon fort, je pense. J'ai trouvé que ça s'était bien passé, j'avais bien révisé, je connaissais peut-être les 3/4 de mes leçons, donc ça va, je suis arrivé confiant quand même. C'est vrai que la philo, c'est assez délicat, surtout la correction, donc voilà, mais j'espère que ça s'est bien passé. Ouais, j'ai été un petit peu bouleversé par rapport au sujet, je m'attendais à un truc un peu plus simple. J'ai fait selon ma logique et on espère que la note va suivre. J'ai bien argumenté, j'ai bien développé. Franchement, je suis assez confiant pour la suite. Depuis la rentrée dernière, le site de la Pointe des Nègres accueille désormais les 2000 élèves du lycée Schellcher en travaux. Pour que les 7 jours d'examen se déroulent sans embûches, une partie de l'organisation a été revue. L'équipe de direction a fait le choix de regrouper les 280 élèves qui passent le bac derrière nous, justement sur ce lieu, de façon à ce qu'ils soient concentrés au même endroit et non pas répartis sur Gaillard et Bellevue. Après la philosophie, les élèves de terminale poursuivront leurs épreuves vendredi. Les résultats du bac seront rendus publics le 5 juillet prochain. Et je vous le disais tout à l'heure, la rectrice de l'Académie de Martinique est notre invitée ce soir. Bonsoir Béatrice Cormier. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a vu, le baccalauréat, c'est quand même une grosse machine pour le rectorat. Est-ce que vous avez eu des couacs à signaler aujourd'hui pour cette première journée? Alors c'est vrai que c'est une grosse machine pour le rectorat, puisqu'on y travaille depuis le mois d'octobre dernier. Pour cette première journée, il n'y a pas de couacs à signaler. Espérons que ce soit ainsi jusqu'à la fin des épreuves. Alors, parmi justement les dispositifs les plus sensibles, celui de la sécurité des sujets. Depuis quelques années, on l'a vu, certains fuitent, notamment sur Internet. En Martinique, quel est le dispositif justement qui est assuré? Alors, les sujets, normalement, je ne devrais pas vraiment le détailler, mais disons que globalement, ils sont sécurisés en lieu sûr, dans des chambres fortes. Ils ne sortent qu'à la dernière minute, sont cachetés jusqu'au dernier moment
et comme vous avez pu le voir dans le reportage, ouvert à la dernière minute devant les élèves. Alors, du côté de l'organisation, au-delà des personnels pédagogiques qui vont corriger les copies, est-ce que vous avez dû aussi faire appel à d'autres qui vont organiser un petit peu ce déroulement de cette épreuve? Bien évidemment, il y a déjà tous les personnels de la division des concours et examens du rectorat. Et puis il y a, au moment où le bac se déroule, nous faisons appel à ce qu'on appelle les secrétariats d'examen. Et là, nous avons des personnels administratifs et des contractuels qui viennent renforcer de sorte que tout se déroule au mieux. Alors le baccalauréat lui-même est légèrement remis en question depuis quelques années, de par son taux de réussite qui ne fait que grimper. On a entendu, en tout cas fuiter dans la presse, quelques velléités du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui voudrait instituer une sélection à l'entrée de l'université. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet ? Moi, je n'ai pas compris qu'il souhaitait instaurer une sélection à l'entrée de l'université. Le ministre de l'Éducation nationale souhaite mener une concertation dans les mois qui vont venir pour, et je reprends son terme, remuscler le bac. C'est-à-dire que, a priori, le bac, et c'est l'idée de base, porterait sur 4 matières à l'écrit et le reste serait en contrôle continu pendant toute l'année scolaire. Mais à ce jour, rien n'est décidé, puisque la concertation avec les organisations syndicales et les enseignants n'a pas commencé. Elle commencera dans les mois prochains. Et selon mes informations, il ne devrait pas avoir de changement non plus pour le bac de 2018. Alors selon vous, est-ce que ces changements, ces évolutions du baccalauréat, qui est une institution qui existe depuis plus de 100 ans, est-ce que c'est nécessaire compte tenu justement de la situation économique de la Martinique et même de la France, où beaucoup de jeunes diplômés, même avec le bac ou d'autres diplômes, n'arrivent pas à trouver du travail? Parce que c'est d'abord ça le premier objectif. Non, je ne pense pas, même si le bac est un sésame pour poursuivre dans l'enseignement supérieur. Le bac professionnel peut permettre à des élèves qui le choisissent de moins en moins, il est vrai, de s'insérer dans le monde du travail. Non, je ne pense pas du tout que ce soit l'élément de base de la réflexion, l'élément majeur. Non, c'est une évolution où, vous le savez comme moi, nous n'apprenons plus de la même façon, les apprentissages ne se transmettent pas de la même façon, peut-être sans toucher à ce que et vous avez raison, c'est un monument, c'est un symbole, le baccalauréat, sans le toucher, sans le remettre en cause, parce qu'il n'est pas remis en cause, peut-être le faire évoluer parce que les apprentissages évoluent, les modes d'apprentissage plutôt évoluent et nos élèves évoluent. Dernière question sur le contenu des programmes, notamment qui sont étudiés par les lycéens en terminale. Il y a des options créoles depuis peu, oui. Mais est-ce que pour être un peu plus, en adéquation avec l'histoire de la Martinique, est-ce qu'il ne devait pas avoir dans les programmes ici un peu plus de notions qui concernent les Martiniquais? En termes d'histoire, en termes de culture? En termes d'histoire, de culture, dans les sujets notamment littéraires, est-ce qu'on ne devrait pas étudier un peu plus les auteurs martiniquais? Est-ce que vous, en tant que rectrice de l'Académie de Martinique, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez défendre au niveau du ministère? Je peux bien sûr le défendre au niveau du ministère, bien sûr. Mais je crois qu'il ne faut pas regarder l'apprentissage, la connaissance de la culture martiniquaise que le jour de l'épreuve du baccalauréat. C'est quand même la culture martiniquaise est transmise à travers l'enseignement du créole, mais aussi, et là on va s'éloigner du lycée, mais à travers les travaux pratiques encadrés et interdisciplinaires qui sont installés dans les collèges. Vous avez beaucoup de choses qui portent sur la culture martiniquaise. Ce n'est pas parce que l'éducation est nationale que l'identité et la culture martiniquaise ne sont pas enseignées et transmises à nos élèves. Merci On pourrait beaucoup. toujours faire mieux. Merci beaucoup Béatrice Cormier. On aura le plaisir de vous recevoir pour parler de la rentrée scolaire 2017 qui s'annonce assez surchargée avec ces nouvelles réformes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la rectrice de l'Académie de Martinique. Et justement, nous vous en parlions hier, le petit déjeuner a été offert ce matin aux candidats au bac dans 21 centres d'examen. Une opération de l'association Made in Jeune Ambition qui a installé ses stands depuis 6 heures pour permettre aux lycéens de commencer leur examen du bon pied. On écoute le président de Made in Jeune Ambition, suivi de les réactions de quelques lycéens recueillis par Alizé Lutran et Michelet François. Je trouve ça super parce que
En fait, le matin, on n'a pas forcément apporté quelque chose à manger. Et ça sert. C'est en arrivant, le proviseur, la CPE qui m'a dit ça, mais je ne savais pas du tout. Et je trouve que c'est bien parce que pour les gens comme moi qui oublient, enfin qui n'ont pas le temps de prendre leur petit déjeuner, c'est bien. C'est pas mal quand même parce que je n'avais pas mangé ce matin, donc ouais, c'est cool. Ça nous donne de la force, etc. On n'a pas forcément pris le temps de manger ce matin vu qu'il y a le stress, etc. Donc voilà. Simultanément, nous distribuons plus de 3000 petits déjeuners aux élèves qui bien sûr a été composé par une diététicienne nutritionniste et qui se compose bien sûr d'une bouteille d'eau, d'un paquet de biscuits secs et bien sûr un fruit très important, notre banane martiniquaise. Dans des actes quotidiens de la vie, on ne prend pas de petit déjeuner le matin avant d'aller soit au travail, d'aller à l'école. Et c'est pour lutter contre cela justement que nous avons voulu nous engager en réalisant cette action, opération petit déjeuner, opération baccalauréat, pour pouvoir les sensibiliser à un autre comportement. Nous ne sommes pas là, on va dire, pour assister, mais au contraire conscientiser. Donc ça veut dire qu'en fait, on est là pour la première épreuve, on sensibilise, comme vous avez pu constater, donc on discute, on échange avec les élèves et bien sûr, après, c'est à eux de pouvoir prendre leur destin entre leurs mains de la même façon qu'ils prennent leur destin entre leurs mains sur la copie. Voilà, bon courage à tous les candidats et les premiers résultats devraient arriver d'ici le 5 juillet. Roger de Jaham, nous l'avons appris hier, le chef d'entreprise dans le secteur de la publicité et militant du monde associatif, est décédé hier après-midi à Fort-de-France d'une crise cardiaque survenue sur un court de tennis. Roger de Jaham a été l'un des fondateurs de l'association Tous Créoles qui visait à rassembler les Martiniquais pour les membres de Tous Créoles. C'est une grande perte, comme en témoignent Ralph Signamin et Jean-Paul Joannel, interrogés par Guillaume Bacoul. C'est évidemment une peine immense. Puisque c'est quelqu'un qui va nous manquer, en tout cas pour ceux qui partageaient ces combats. Et puis, bon, évidemment, quand quelqu'un part, on mesure ce qu'il a fait, et c'est une œuvre importante pour la Martinique. Cet engagement qu'il avait, il a entraîné beaucoup de monde avec lui pour essayer de mettre fin à ce que moi j'appelle le tribalisme en Martinique. Mais ce que je retiens de lui, ce sont ses très grandes qualités humaines. C'était quelqu'un d'extrêmement généreux. C'était quelqu'un aussi de courageux. Et d'ailleurs, différentes formes de courage. Il avait le courage aussi, quand il s'était trompé, de dire sur ça, je me suis trompé et je dois m'excuser. Oui, la Martinique a perdu un grand homme. La Martinique a perdu un ami, un défenseur de sa culture, un défenseur de sa population, de son peuple. Et de toutes ses composantes, oui. Je pense que son attachement remonte depuis 1998. Bon, il a eu ce déclic. Et après, en 2007, avec Roger Darling Carter, où vraiment, ils ont mis en place cette association Tous Créoles avec l'ambition de pouvoir travailler sur le vivre ensemble. Je pense que c'est surtout ça qui est le plus important, c'est le vivre ensemble, en dépassant un peu les clivages. Parce que je pense qu'il s'est battu autant avec les membres, entre guillemets, de la communauté béké, d'accord, que de se faire accepter également par la tranche de la population qui défend corps et âme son afro-descendance. En bref, un mot de politique des législatives. Les Républicains ont annoncé par communiqué aujourd'hui leur consigne de vote pour le second tour. Ce sera le ni l'un ni l'autre dans le centre et le nord et Fort-de-France. Dans le sud, en revanche, le parti de droite a appelé à voter pour la candidate Sylvia Seysoutane. N'oubliez pas ce soir le 3e rendez-vous de ce second tour des législatives avec le débat à 20h présenté par Kathleen Bilascopette en présence de Bruno Nestor Azero et de Justin Ponfil, les candidats de la circonscription du Nord. Cette action de soutien ce matin à l'aéroport Aimé Césaire, ces chauffeurs de taxi bloqués par les forces de l'ordre, ils ont tenté une opération pour apporter, je vous le disais, un soutien à Félix Jean-François de l'entreprise Jet Aviation Service en conflit avec la Chambre de commerce depuis 1998 après la mise en liquidation judiciaire de sa société. On écoute les précisions et les explications recueillies par Michelet François. Tout simplement par solidarité martiniquaise. Le bonhomme, c'est un bonhomme qui travaille sur le même plateau que nous, c'est-à-dire à l'aéroport. Et on travaille avec lui, puisque au moins, M. Félix Jean-François, quand il a du travail, il ne fait pas comme certaines personnes qui viennent s'installer en Martinique, qui prennent des véhicules
et qui font du transport clandestin. Au moins, lui, il a la défiance de nous donner le travail. Quand les clients arrivent, il nous appelle, il nous fait travailler. Donc, automatiquement, pour des raisons économiques ou des raisons de solidarité, on va le soutenir à fond s'il le faut. J'ai en ma possession 3 décisions de justice que je me suis arraché à la force du poignet, c'est-à-dire qu'on s'est battu pour obtenir ces décisions de justice, c'est-à-dire qui ont annulé la liquidation et le redressement judiciaire de mon entreprise. Monsieur, compte tenu de la complexité du dossier, la juridiction de la Cour d'appel m'a donné acte à introduire un médiateur pour trouver une solution amiable avec la Chambre de commerce qui, elle, a détourné les actifs de mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai rencontré à plusieurs reprises le préfet, M. Fabrice Rigoulet-Rose, qui lui, maintenant, me fait part d'une décision de justice que je ne connais pas. Revenons sur cette inquiétante disparition. Ginette Gaugirard de Saint-Joseph, l'octogénaire, a quitté son domicile dans la nuit du 7 juin dernier et n'a pas donné de nouvelles depuis. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Les recherches ont dû être suspendues aujourd'hui à cause de la pluie. Hier, les gendarmes et de nombreux membres de sa famille se mobilisaient lors d'une battue. Le reportage d'Anaïs Gall. Plus les jours passent, plus l'attente est insupportable pour la famille de Ginette. Cela fait une semaine que la femme âgée de 82 ans a quitté son domicile à pied. Impossible depuis de la retrouver, ses filles et ses neveux ont fouillé tout le périmètre. Surtout ratisser les moindres recoins, parce que bon là maintenant je pense qu'elle doit être épuisée. C'est ce qui me rend malade, quoi. Il faut que j'ai la force de continuer. Il y a des moments où... Parce qu'on le fait matin, midi, soir. Ouais. Oui, c'est dur. Surtout quand il y a des gens qui nous disent que c'est plus la peine, qu'elle est déjà morte. Là, je vous dis qu'il faut s'accrocher. Pourtant, Josette et sa sœur aînée Jocelyne refusent de perdre espoir, surtout depuis que certains riverains affirment avoir aperçu leur mère vendredi dans la zone de Morne-des-Olives. Ça me donne espoir de savoir qu'on l'a vue tel ou tel endroit. Donc j'espère que c'est bien elle aussi, parce que c'est peut-être pas évident, c'est peut-être pas elle, c'est peut-être quelqu'un qui lui ressemble simplement. Mais je garde espoir que c'est elle. Comme chaque jour, une dizaine de proches de Ginette se sont rejoints pour poursuivre les recherches. La démarche est aujourd'hui bien rodée. On va faire quand même une partie, une petite partie, et on va rentrer. Où ça? On va déjeuner. Parce qu'il y a une entrée vers la gauche là. Nous avons déjà au départ cerner la zone, enfin les différentes zones, à l'aide d'une carte. Parce qu'on ne connaît pas, bon, même si nous sommes de Saint-Joseph, on ne connaît pas toutes les petites routes. Nous avons défini des équipes à couvrir telle ou telle zone. Et il y a toujours un point de regroupement, c'est-à-dire que les zones, on les fait pas tout en même temps. On se dispatche dans une zone bien précise, par plusieurs groupes. Sur le terrain, ils ne sont pas les seuls à rechercher activement l'octogénaire. La gendarmerie de Martinique a également déployé d'importants moyens pour couvrir une zone la plus étendue possible. Des techniciens cynophiles, qui à l'aide de leurs chiens pistes ont pu remonter un certain nombre de pistes et apporter un certain nombre d'éléments pour pouvoir orienter les recherches dans un premier temps. Après, donc, dans ce deuxième temps, on déploie du monde à pied et on a l'appui pour la troisième dimension de l'hélicoptère pour justement voir depuis le ciel les endroits auxquels on ne pourrait pas accéder à pied ou qui sont particulièrement dégagés. Et ensuite, dans un troisième temps, en fait, c'est une montée en puissance, une montée en puissance des moyens. Dans un troisième temps, on a fait intervenir aussi les personnels spécialisés dans le franchissement opérationnel de l'antenne GIGN, ce qui nous a permis de sonder un certain nombre de ravines et d'endroits qui n'étaient pas accessibles à pied. Dans le quartier La Durand, les voisins de Ginette s'inquiètent de ne pas la voir revenir. J'ai entendu dire qu'elle avait des petits problèmes quand même de mémoire. Alors, bon, vous savez, mais... Où elle a pu aller d'après vous? Là, je ne peux rien vous dire. Je prie de façon pour qu'on puisse la retrouver saine et sauve, même si elle est un petit peu fatiguée, mais je prie de façon pour qu'on puisse la retrouver. Ginette souffre de la maladie d'Alzheimer depuis plus d'1 an, ce qui altère ses facultés d'orientation et complique les recherches des autorités. En octobre dernier, elle avait déjà quitté son domicile de la même manière, mais avait été retrouvée rapidement dans la soirée. C'est une opération reconduite depuis 8 ans, le rallye des entreprises initié par la mission locale. Une trentaine de jeunes demandeurs d'emploi a pu aller à la rencontre du tissu économique local. Objectif, accélérer leur retour à l'activité. Le reportage de Guillaume Bacoul.
C'est peut-être le tout premier contrat de leur carrière à venir. Entre anxiété et impatience, ces jeunes de la mission locale Nord reçoivent les clés des véhicules qui leur serviront pour un rallye un peu particulier. Alan, bonne journée. Merci. Après quelques formalités, ils vont sillonner l'île accompagnés d'un conseiller à la découverte de plus de 20 entreprises et de leur réalité, à commencer par ce concessionnaire lamantinois, partenaire de l'opération depuis ses débuts. Pour le moment ça va, en plus nous sommes entourés de jeunes, on sera en équipe donc ça va bien se passer, il n'y a pas de pression. En fait j'espère sortir de ce rallye avec beaucoup d'opportunités d'embauche et tout, pour mon avenir surtout. Parce que le fait de voir l'atelier comme ça rebooste encore plus sa motivation. Ça fait partie, on va dire, de nos gènes d'essayer d'aider cette jeunesse martiniquaise à sortir par le haut. Et donc la mission locale est vraiment à des initiatives qui sont intéressantes et on est heureux de pouvoir accompagner ces initiatives à la fois par le prêt de véhicules et par l'accueil de ces jeunes pour leur expliquer le fonctionnement de l'entreprise et essayer de partager nos valeurs. En 8 années d'existence, la formule a su prendre de l'ampleur avec des entreprises locales toujours plus nombreuses. Concessions, hôtels, distilleries ou industries. De quoi rendre la réalité du monde du travail plus palpable pour les demandeurs d'emploi. Souvent, nos jeunes n'identifient pas les potentiels, les emplois possibles dans ces entreprises-là. Et l'idée de ce rallye, c'est justement de les amener à parcourir l'ensemble du territoire, d'être au volant du véhicule. On l'a vu, nos jeunes ont pris les véhicules, ont conduit. Et c'est vraiment créer une espèce d'initiation pour ce jeune-là. Faire en sorte que demain, ils comprennent qu'en mission locale, en Action Mission Locale, il faudra qu'il prenne sa voiture, qu'il aille devant les entreprises, qu'il aille régulièrement voir les entreprises et quel que soit le territoire, le nord, le sud, le centre. Au fil de la journée, le message semble intégré. Certains jeunes ont même tapé dans l'œil d'employeurs potentiels. J'ai fait un stage en Australie pendant 6 mois dans une entreprise de location de camping-car. C'est top ça. Dans la partie justement vente et... Ouais. Ah mais vous êtes un bel avantage pour nous. C'est une opportunité, en même temps ça me permet aussi de continuer à parler anglais, quelque chose que j'ai pris plaisir à développer parmi mes stages et mes voyages un peu partout en fait. Toi c'est la vente qui t'intéresse? Pas forcément la vente, c'est quelque chose qui m'intéresse bien, mais après voilà, moi je suis un peu aussi touche à tout. Donc c'est vrai que je vois qu'ici ils touchent quand même un peu à tout. Chacun connaît un peu le métier de l'autre, donc pourquoi pas. Une éventuelle embauche à la clé comme un bonus pour des jeunes demandeurs d'emploi, maintenant au fait du monde de l'entreprise. Restez avec nous à suivre dans votre journal. Nous partirons en Guadeloupe où l'épidémie de Zika est à l'arrêt selon l'Agence régionale de santé. En Guyane, des problèmes de ramassage d'ordures dans un quartier de Cayenne en raison d'un pont qui risque de s'effondrer. Et puis votre JT des communes, un arrêt au Robert à la découverte d'un restaurant familial qui se situe en bord de plage. Mais d'abord, ce 14 juin était marqué par la journée mondiale des donneurs du sang. En Martinique, 2 camions de l'établissement français du sang étaient installés sur le front de mer à Fort-de-France pour recueillir un maximum de dons. Malgré la météo, certains donneurs n'ont pas hésité à faire leur bonne action, comme ils ont pu l'expliquer à Alvin Courcy. On écoute ses réactions. Par année, je dois faire ça au moins 5 à 6 fois par année, hein. C'est pas plus. Ouais. C'est important pour vous? Oui, mais c'est important, c'est important. Je vous ai dit, c'est pour sauver des vies. Il y a des gens qui de ça, là, je le fais. Ça ne change rien. Je suis habitué à donner, ça ne change rien. Peut-être pour les gens qui ne donnent pas. Ça ne tue pas. Ça fait mal? Ça fait du bien. Non, ça ne tue pas, non. C'est tranquille, ça. C'est gentil, là, regarder comme je suis là. Bien sourire. J'estime qu'il y a des gens qui en ont besoin et que si moi un jour j'en ai besoin, ce serait bien d'avoir un peu de sang. C'est quand même relativement calme, mais bon, on n'a pas été aidé par les conditions météo, parce qu'on a eu quand même pas mal de pluie sur la matinée. Je pense que c'est un des facteurs. Une communication peut-être un peu différente par rapport aux nouveaux donneurs ou aux personnes qui n'ont jamais donné. Une communication au niveau des médias, presse, télévision. Après, pour nous, ça ne change pas grand-chose.
Avant de partir en région, je vous le disais tout à l'heure dans le milieu de ce journal, l'épidémie de Zika est en ce moment à l'arrêt sur toutes les Antilles. Cela n'empêche pas les professionnels de santé de s'intéresser au problème. Un colloque est prévu à partir de demain à l'hôtel Batelière à Schellcher. Il réunira plusieurs professionnels qui vont dans un premier temps s'occuper donc des questions des moustiques, ce que l'on appelle les herbirovirus, qui portent donc les arbovirus qui portent les gènes de ces maladies. Et l'après-midi à 18h30, les personnes seront appelées à participer à une conférence pour avoir des explications sur les maladies et sur le Zika. Il faut savoir que ces maladies transmises par le moustique peuvent avoir des conséquences à plus long terme, comme l'explique Anne Kikretayot, la représentante des médecins libéraux de Martinique. On écoute tout de suite. L'autre maladie transmise par les moustiques qui impacte la Martinique est le Zika. Vous n'êtes pas sans savoir que les femmes enceintes ont eu un suivi spécifique pour le Zika. Et maintenant, nous sommes dans une vigilance avec une surveillance particulière pour les enfants nés dont la maman a été atteinte par le Zika pendant sa grossesse. Et ces enfants doivent être surveillés pendant 2 ans. Donc ils sont surveillés de façon spécifique puisqu'on sait que le Zika est un virus neurotrope, donc qui peut atteindre les systèmes nerveux, donc avec une surveillance clinique par le médecin traitant de l'enfant, qui est le pédiatre ou le médecin généraliste, et avec une surveillance particulière au niveau ophtalmo, avec un fond d'œil à la naissance et à 1 an, au niveau ORL, un examen pour vérifier les capacités de l'enfant, donc avec des potentiels évoqués auditifs à la naissance et à 1 an, et un examen orthoptiste par une orthoptiste à 9 mois. Donc vous voyez qu'il y a une surveillance quand même accrue qui laisse le choix aux parents donc de se faire suivre soit en ville, soit s'ils veulent aller à l'hôpital, ils vont à la MFME. Anne Kikretayot, présidente de l'Union régionale des médecins libéraux de Martinique, pour prendre contact avec un spécialiste. Si vous êtes une maman atteinte de la maladie du Zika, vous pouvez appeler le numéro qui va s'afficher en bas de votre écran, le 05 96 63 20 33, 05 96 63 20 33. Et je vous le disais, en Guadeloupe, l'épidémie de Zika est bien stoppée pour le moment, selon l'Agence régionale de santé. Un bulletin de l'institution fait état d'une absence d'épidémie. On voit cela avec nos confrères d'ATV Guadeloupe. Depuis la fin du mois de mars, les indicateurs de la surveillance épidémiologique témoignent d'une circulation virale de type sporadique pour le chikungunya et la dengue. Même constat pour le Zika, le nombre de cas cliniquement évocateurs estimés à partir des données du réseau des médecins sentinelles diminue et reste faible. Néanmoins, dans le cadre de la surveillance de l'épidémie et de son impact sanitaire retardé dans le temps, toutes les anomalies cérébrales détectées avant et après la naissance sont toujours suivies avec attention. 16 malformations cérébrales ont été recensées à l'échographie et à ce jour, 5 enfants sont nés avec une microcéphalie clinique. Les caractéristiques du Zika imposent néanmoins le maintien des mesures de prévention habituelles, protection contre les piqûres de moustiques et d'une surveillance active pour les complications associées et les populations à risque, comme les femmes enceintes. Enfin, tout médecin clinicien ou biologiste voyant en consultation un cas suspect doit prescrire une recherche systématique de dengue, chikungunya et Zika. En Guyane, je vous le disais, problème de ramassage d'ordures dans un quartier de Cayenne. La colère des habitants de l'Île-et-Malouin qui n'est plus desservie par les ramassages d'ordures en raison d'un pont qui risque de s'écrouler. Le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. De l'autre côté du pont, à l'Île-et-Malouin, les déchets s'amoncellent à quelques pas des maisons. Selon certains riverains, cette situation dure depuis plus de 5 mois, bien trop longtemps. Je pense aussi que ça commence à devenir très difficile pour tout le monde ici. On doit prendre sa poubelle et l'emmener jusqu'au pont, mais beaucoup ne le font pas et ça commence à devenir une vraie déchetterie par ici. Du coup, il y a de plus en plus d'odeurs et on se demande pourquoi rien n'est fait pour améliorer la situation. Si les camions bennes ne passent plus sur l'Île-et-Malouin, c'est en raison de l'état de délabrement avancé de ce pont en bois. La semaine dernière, les riverains ont cloué quelques planches ça et là pour réduire les dégâts. Cette habitante réclame de la part de la mairie de Cayenne des travaux dans les plus brefs délais. C'est un droit. Moi, je paye ma taxe d'habitation. Et vu que je paye ma taxe d'habitation par rapport à ça, la mairie doit faire ce qu'elle doit faire. Il faut savoir qu'ici, ce sont des citoyens comme tous les citoyens qui habitent ici à Cayenne. Ce ne sont pas des personnes de seconde zone
Si ça continue comme ça, moi j'irai lui amener mes poubelles devant la mairie. Et là, on verra si on ne va pas faire quelque chose. Parce que ça aurait été ailleurs, ça aurait été devant chez elle, je suis sûre qu'on aurait fait diligence. Il faut trouver une solution au problème. Il faut vraiment, Madame le maire, faites diligence. Moi je ne pèse pas mes mots, faites diligence parce que j'en ai ras-le-bol. Comme un fait exprès, quelques minutes après l'interview de cette habitante, des employés de mairie se sont rendus sur place pour évaluer l'étendue des travaux. Mais aujourd'hui, rien ne sera fait, car selon les ouvriers du service public, aucun arrêté de circulation n'a été délivré à la date d'aujourd'hui. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous tout de suite, votre JT des communes. Et on commence ce JT des communes à Sainte-Marie qui dispose depuis quelques jours d'un bureau de poste rénové. Moins d'attente pour les clients dans une ambiance moderne. C'était l'objectif de la direction. Alvin Courcy a assisté à l'inauguration et a pu interroger quelques clients. Son reportage tout de suite. Des locaux rénovés, des salariés tout sourire, la poste de Sainte-Marie semble être le lieu idéal pour venir déposer ses chèques ou récupérer son courrier. Sainte-Marie, c'est l'exemple de rénovation de bureau de poste. Et nous en avons d'autres, dont l'un je suis très fier parce qu'il y avait des conditions de travail très difficiles. C'est le Gaumont que nous avons rénové également. Si l'accueil des clients a lui aussi été amélioré, il reste tout de même plusieurs efforts à faire. Des fois il y a du monde qui arrive jusque dehors, bon, c'est pas... Vous attendez combien de temps en moyenne ? Des fois ça peut durer une demi-heure, ouais. Même plus. J'ai vu l'évolution, les changements, modernisation. Mais, il y a quand même un mais, je trouve qu'il n'y a pas quand même assez de guichetiers. Les salariés, eux aussi, aimeraient voir des évolutions en termes de matériel. Je tiens à avoir ce guichet, c'est-à-dire le guichet dépôt de chèques, c'est-à-dire pour que les clients puissent venir effectuer leur versement et en même temps déposer leur chèque sans attendre. Parce que là, ça nous permettrait d'avoir moins de monde. La file d'attente, on pourrait mieux la gérer. Autant de doléances que la direction souhaite traiter dans les prochaines années. Ça existe déjà, puisque nous avons plusieurs bureaux équipés. J'ai intégré fortement la demande. Pour l'instant, si vous voulez, ce sont des éléments qui sont liés au taux d'utilisation, au taux de chèques déposés, mais je crois que c'est en bonne voie pour Sainte-Marie. Malgré les 1350 salariés en Martinique, et en attendant toutes ces améliorations, il faudra encore rester patient dans les files d'attente pour accéder au service de la Poste. Et votre JT des communes pose ses valises au Robert à la découverte du Sargas Grill, restaurant familial au nom atypique installé au bord de mer et qui est déjà ancré dans les habitudes des habitants. On voit cela avec Hubert Bornil et Louis Régis. Mais un bon petit côté fou à chaud pour découvrir justement cette période. On le voit, il n'y a pas du tout de sargasse. Pourtant, le lieu s'est intitulé Sargas Grill. L'affaire est menée rondement par notre ami Thierry et sa femme. Et puis, moun ka manger bon manger ici. Il faut traverser une petite cour non loin du bord de mer pour atteindre le petit restaurant. Une structure légère, tout juste ce qu'il faut pour se sentir bien intégré dans le décor naturel. Le chef ici, c'est Thierry. Sa partenaire en cuisine n'est autre que sa femme, Béatrice. Un beau tandem pour vous prendre en main, dépaysement garanti. Nous sommes réunis ici le dimanche, c'était une poussiole. Et puis les camarades, et puis bon, comme après le chômage a tombé, donc finalement, on dit, et puis madame, moi, nous dit, nous pas essayer de regarder si on peut créer. C'est mon adhéré bien, donc jusqu'à maintenant, nous va essayer de poursuivre. Et la question qui ne manque pas d'être posée, pourquoi le Sargas Grill? Au départ, c'est plein Sargas, et puis nous avons cherché un nom pour nous débarrasser là, puisque là, tu commencé pour la forme. Et puis nous dit, pourquoi pas Sargas? Alors les camarades viennent nous disent, mais si nous avons ici à Sargas Grill, tu as commencé à dire, oui, nous allons à Sargas là, nous allons aller, et puis depuis qu'on nous baille non, Sargas ça va venir encore. Alors nous quittons non, en fait c'est ça. Entre deux bonnes blagues, l'activité se déroule. Une machine qui semble bien rodée, l'homme, un barman reconverti, et à la cuisine, une ancienne élève de l'école hôtelière, voilà de quoi vous rassurer. Avec mon mari, donc on a décidé de monter ce concept. Je ne suis pas là tous les jours, je suis là le mercredi et le vendredi soir parce qu'en semaine je travaille. Je suis employée à la ville du Robert, à la cantine. Mais sinon je suis présente avec lui le mercredi et le vendredi soir. Maintenant passons au test vérité, direction la salle. Enfin, les tables, on dira. Ah, c'est super ça. Le site, c'est calme, c'est aéré, c'est tranquille, bord de mer. Et la nourriture, elle est vraiment fameuse. Tranquille, en bord de mer, sans climatisation, avec la climatisation naturelle de la Martinique, le vent.
les Alizés. Voilà. Tout le bagaille bon. Tout va bien. Et bien regardez-moi, regardez-moi, plein dans les yeux. Les hommes, ça qui est bon, c'est que l'on finit de manger, nous prendre un petit frais, bon, l'on met un quoi. Voilà. Et puis, mais c'est loulou, non, pas. Ouais. C'est là. Tout là, attention. Cette information maintenant à destination des usagers de la route de Mout à Fort-de-France. La portion actuellement fermée à la circulation pour travaux sera praticable à partir de demain en fin d'après-midi avec un dispositif de circulation alternée, réouverture totale prévue pour le 22 juin selon la collectivité territoriale de Martinique. Et puis on termine avec le planning du don du sang pour demain. Vous avez rendez-vous sur le parking du rectorat de Terreville entre 8h à 13h avec les équipes de l'établissement français du sang, avec le camion donc mobile de l'EFS. Voilà, c'est la fin de votre journal. Restez avec nous à suivre Antiepeya avec Régine Germani. À tout de suite.